Gabriel Attal tente de résister au milieu des questions de retraite. C'est compliqué pour lui, il faut qu'il avale la suspension de la réforme aujourd'hui. Alors il propose de changer le système en misant sur la liberté de chacun. Chacun part quand il veut. Alors pour éviter qu'il y ait des pensions trop faibles, il a cette proposition, 1 000 € versés à chaque enfant à partir de la naissance. C'est placé sur un fonds, chacun peut abonder après parents ou grands-parents. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Emmanuel? La réforme que propose Gabriel Attal, c'est vraiment un art de la synthèse de tout ce qui pourrait être effectivement une bonne réforme des retraites, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il y avait de meilleur dans le projet de retraite à points qui a finalement été abandonné, qui était le projet initial porté par Édouard Philippe quand même au départ, donc avec l'avantage de la souplesse, donc il n'y a plus d'âge de départ légal, vous cotisez en fonction d'un nombre de trimestres et vous touchez directement. C'est un système aussi où il veut de la simplicité, donc il supprime quand même les régimes spéciaux, il veut de l'individualisation, il veut de la capitalisation progressive effectivement, et là on reconnaît un peu la patte de ce qui s'est fait en Allemagne avec le chancelier Friedrich Merz qui avait proposé, lui alors un système un peu équivalent où on mettait 10 € par mois aux enfants, etc. Donc sur le papier, tout ça est absolument parfait. Simplement, il y a quand même des écueils qui se dressent malgré l'aspect très séduisant de cette réforme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quoi qu'il arrive, que ce soit collectivement ou individuellement, si on ne travaille pas plus, il n'y aura pas plus d'équilibre du système des retraites. Là, il y a un point qui est ambigu dans sa proposition, par exemple, c'est que dans tous les systèmes à points, quand vous touchez quand vous avez vos euros, vous les convertissez en points. Là, lui, il les convertit directement en euros. Il dit que les points, c'est trop compliqué. Sauf que quand vous convertissez en points, ça vous permet d'assurer l'équilibre du régime. Donc, sur le papier, c'est très séduisant. Encore une fois, le diable se cache dans les détails et il y en a beaucoup encore à élucider. Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'enfumage intégral. C'est-à-dire que, comme l'a dit Emmanuel, à un moment donné, il faut quand même voir que ce dont on a besoin, c'est de production et donc de travail pour payer des retraites. Êtes pour la capitalisation dès la naissance? Moi, je suis pour la capitalisation, mais je pense que le véritable enjeu, par-delà la capitalisation, c'est effectivement de projeter de l'épargne au travers d'un système de retraite, au travers du PER, au travers de l'action de nos entreprises, dans les endroits où il y a des gens qui travaillent. C'est-à-dire que j'en reviens au bon vieux principe d'Alfred Sauvy, c'est-à-dire que le problème des retraites, c'est le seuil d'Anchise. Vous savez, Anchise, c'est ce personnage dans la guerre de Troie qui est le père d'Énée. Et à la sortie, dans Virgile, à la sortie, Énée emporte son père sur ses épaules. Et ce que dit Alfred Sauvy, c'est que Anchise, qui est le retraité, il est sur les épaules du gars qui travaille. Et donc le véritable enjeu, c'est le nombre de gens qui travaillent. Donc vous pouvez faire tout un tas de bonnes taux, vous pouvez dire, tu as vu où est l'argent, tu as vu l'argent, c'est en euros, c'est là, c'est à gauche, c'est tout. Pour vous, ça ne résout pas le problème, quoi. Non, le seul véritable problème, si vous voulez, dans le rapport Charpin qui avait été fait à la demande de Jospin, à la fin, Charpin, avec évidemment des réserves des syndicats qui disaient il faut regarder ça de plus près, tout ça, il disait il n'y a que 4 éléments qui vont jouer. Le premier élément, c'est l'allongement de la durée de cotisation. C'est ça qui est Le deuxième élément, c'est la constitution d'un fonds de réserve, c'est-à-dire un début de capitalisation pour projeter de l'épargne et préparer effectivement l'avenir en projetant de l'épargne là où il y a du travail. L'élargissement de l'assiette de financement, c'est-à-dire on peut effectivement... et la modification des règles d'indexation, c'est-à-dire le partage entre les actifs et les inactifs de la production qui est réalisée. Tout le reste, à mon avis, c'est... du blabla, quoi. C'est du blabla. Donc il faut trouver quelqu'un qui est capable de dire aux Français qu'il faut travailler plus. Il faut travailler plus, il faut épargner plus pour aller effectivement investir dans les endroits où il y a des jeunes. Et alors, puisque c'est mardi et que ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de citation latine, oui, c'est vrai. Je me permets de rappeler à tous ces gens-là, ave, aves, esse. C'est-à-dire, c'était ce que disaient les jeunes Romains à leurs ancêtres. Ils leur disaient « Salut ancêtre, salut grand-père, tu veux manger des oiseaux ?» Et ils apportaient à ce moment-là un plat où il y avait les oiseaux qui étaient cuits, qui étaient cuisinés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les jeunes qui doivent assumer... Qui apportent des oiseaux. Qui apportent les oiseaux aux vieux. Il n'y a pas d'autre solution. Emmanuel. Non, la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est un peu la faiblesse de ces propositions que je qualifierais de françaises en général. C'est-à-dire qu'elles sont habillées d'une perfection technique qui fait qu'on a l'impression qu'on peut s'affranchir des lois de la gravité. Mais ce qui ne veut pas dire travailler plus. Oui, voilà, les lois de la gravité économique et politique aussi, parce que oui... Et démographique. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a un moment, il va falloir quand même travailler plus. La problématique de faire travailler plus les seniors, elle reste intacte. Et puis la problématique
politique qui va consister à faire adopter cette réforme des retraites, elle est elle aussi intacte, notamment quand vous voulez supprimer tous les régimes spéciaux. On voit bien à quel point c'est extrêmement compliqué. Donc ça peut être une ligne directrice. Elle a le mérite de la simplicité. Donc on avance progressivement, mais effectivement, ça n'est pas la réforme qui va nous permettre de nous affranchir. Mais il reste 20 secondes. Pourquoi on n'arrive pas à sortir du déni démographique ? Pourquoi en France, on pense toujours qu'on est une société qui fait plein d'enfants ? Pourquoi on ne sort pas de là ? Alors, je ne sais pas si on est encore une société qui pense qu'on fait plein d'enfants. Sinon, on ne reviendrait pas sur la réforme. Hein. Ah non, mais c'est pas pour des raisons démographiques qu'on revient. On se croit en capacité de financer le système des retraites. Mais oui, mais pas parce qu'on est dans le déni démographique, parce qu'on est dans le déni financier, et qu'en France, la problématique, c'est pas la façon dont vous envisagez la démographie, c'est la façon dont vous considérez un déficit. Et en France, un déficit, on considère qu'on pourra toujours le financer. Jean-Marc. Non, juste pour répondre à cette question, dans le rapport Charpin, ce fameux rapport Charpin que j'invite les auditeurs qu'il faut lire. À lire, il y a la contribution de la CGT, et la CGT dit tout ça, c'est très intéressant, mais vous faites des projections à 40 ans, vous êtes dans l'incapacité de prévoir ce qui va se passer dans les 40 ans qui viennent. Souvenez-vous des projections qui avaient été faites en 1938 sur l'évolution de la démographie, et donc la démographie, elle a été secouée par la guerre, puis par le baby-boom. Donc, il faut aussi rester modeste dans l'évolution, dans la façon dont vous traitez l'évolution du système de retraite. Merci à tous les deux.